Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on reprend les Qui veut être mon associé. Juste avant d'attaquer, je remercie Benoît d'être passé la semaine dernière, d'avoir accepté de faire un podcast et d'avoir amené du renouveau sur cette chaîne. C'était super, j'ai passé un excellent moment et ça fait du bien un peu de changer de format, de discuter comme ça avec quelqu'un. En tout cas, moi j'ai adoré passer ce moment, j'espère que ça t'a plu. Et d'ailleurs, j'en profite, n'hésite pas à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, ou alors prends le téléphone d'un abonné et abonne-le sauvagement à l'émission. Et j'ai mangé la moitié de mes mots, ne m'en veux pas, mais tu as l'habitude de cette phrase que je répète inlassablement depuis maintenant des années. Et j'ouvre et je ferme ma parenthèse. Aujourd'hui, je vais juste te remercier, puisque en fait, mon livre Devenir riche sans argent va devenir best-seller dans vraiment les prochains jours. Là, c'est vraiment une question de jours. Voilà, ça me fait bizarre, je suis hyper heureux, donc je suis obligé de te remercier. Donc merci si tu as pris le livre, merci si tu m'as laissé un commentaire Amazon, ça m'aide énormément. Si tu veux ce bouquin, tu tapes riche sur Amazon, et d'ailleurs tu tapes riche un peu partout et il apparaît en première page. Ça s'appelle Devenir riche sans argent et je te remercierai jamais assez parce que c'est grâce à toi. Et honnêtement, ça me fait hyper plaisir. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc je peux que te remercier, je te remercierai jamais assez. C'est grâce à toi. On va attaquer cette émission que je n'ai toujours pas vue. J'apprécie toujours autant faire ces podcasts parce que je parle d'entrepreneuriat et que je n'ai pas l'occasion d'en parler. Je reste convaincu que l'entrepreneuriat, c'est un des moyens les mieux à même de t'amener des changements et des bouleversements dans ta vie de la façon la plus rapide et la plus radicale qu'il soit. Et j'adore analyser ces émissions parce qu'en fait, on se rend compte que toi comme moi, on est dans ces situations, on a la capacité de faire plus que ce qu'on fait déjà et ça nous rappelle ô combien finalement on ne se bouge pas suffisamment les fesses. Donc bougeons-nous, avançons vers nos projets, arrêtons d'hésiter, trouvons une personne dans notre entourage avec qui le faire si on a peur de le faire tout seul et faisons-le. Patrick, Magnéto. Moi c'est Clémentine, j'ai 32 ans et je viens de Paris. Moi c'est Camille, j'ai 32 ans, je viens de Cannes. On est meilleures amies, on s'est rencontrés il y a 12 ans maintenant. Et c'était comme une évidence qu'on allait un jour lancer une marque ensemble. Notre produit, c'est un produit magique, révolutionnaire. Il s'adresse à toute la famille et ça va devenir l'indispensable de toutes les salles de bain. Bon, alors j'ai un sourire parce que je ne m'attendais pas à trouver encore deux amis. Ça devient répétitif. Mais la répétition est la base de l'apprentissage. Et comme je viens de te le dire, si tu n'oses pas te lancer tout seul, prends un ami, associe-toi avec et lance-toi. Là, il y a un point qui me turlupine. Si j'ai bonne mémoire, au tout début des Qui veut être mon associé, il y avait une marque pareil qui a voulu révolutionner la salle de bain. Donc j'ai hâte de voir de quoi il est question. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. S'il est question des produits de beauté, eh bien, j'ai bien peur en tout cas que ça ait déjà été lancé. Je te le dis d'avance, tout ce qui est produits de beauté, tout ce qui est soins corporels, ce sont des produits avec une très forte marge et une très haute valeur ajoutée. Ça fonctionne extrêmement bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que que nos deux compères vont trouver un écho au niveau du financement dans l'émission. Mais en tout cas, normalement, on est sur des produits qui fonctionnent. La salle de bain, le bien-être, la santé, la beauté, c'est quelque chose qui est largement faisable. En tout cas, qui permet d'obtenir de bons résultats. Donc, on va le voir maintenant. Petit prodige. J'aime bien le nom. Tu connais Kelly, tu vois ce que c'est? Ouais. Moi, je sais pas ce que c'est, forcément. Il y a de la crème. Bonjour. Nous, c'est Camille et Clémentine. On est les fondatrices de Les Petits Prodiges, qui est une marque de cosmétiques naturels, éco-responsables et fabriqués en France qu'on a créée il y a 5 ans. Bon là vous vous dites, oh non, pas encore une marque de cosmétiques. Ouais, franchement, je dis ce que j'étais en train de me dire, genre ouh. Oh, punaise. Promis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'avant de venir demander votre aide, on ne s'est pas tourné les pouces. Non, on a construit des bases solides et aujourd'hui on réalise plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est entouré d'une super équipe de 6 personnes et on est déjà implanté dans plus de 1500 points de vente. Donc si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de vous et de votre expertise pour aller encore plus loin. Et on cherche donc à lever 250 000 euros en échange de 5% de notre société. Ah, c'est le tarif. C'est le tarif en ce moment. Je ris parce que comme l'a dit Eric, on en a déjà entendu des tonnes des marques de cosmétiques. Alors non, c'est pas le tarif, c'est le tarif qui devient lui aussi redondant maintenant dans les Qui veut être mon associé. Je te le dis direct, j'ai la sensation depuis que je réanalyse cette émission que entre les autres analyses que j'ai pu faire et les analyses que je fais maintenant, en gros, les prix ont doublé.
Donc il y a eu une inflation, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une inflation sur la valeur des boîtes. Là, pour le coup, elles demandent 250 000 € pour 5% du capital, alors qu'en réalité, ça vaut plutôt 10% du capital. Ça veut dire qu'elles ambitionnent de faire 4 millions d'euros, mais qu'elles ne font pas encore, pour une énième marque de cosmétiques. Ok, elle a répondu, on ne s'est pas tourné les pouces, elle a des choses à nous dire, ça c'est très bien. Mais au demeurant, c'est quand même une énième marque de cosmétiques. Donc soit il y a une vraie révolution. Et là, je vais en profiter pour te dire quelque chose, c'est des situations extrêmement dangereuses. Moi, tu vois, là, je suis aussi un petit peu pendu aux lèvres de ces deux personnes, de ces deux femmes, parce qu'elles ont conscience de la situation, à savoir qu'il y a énormément de gens qui se sont lancés dans la cosmétique parce que c'est rentable, comme je te l'ai dit dès l'ouverture. Sauf que le problème, c'est que ok, c'est rentable, mais si tout le monde fait la même chose, à la fin, ça ne le sera plus. Donc, soit tu amènes vraiment quelque chose d'entièrement nouveau qui révolutionne le marché et où je vais me dire waouh, soit il n'y a pas d'effet waouh. Et dans ces cas-là, c'est qui tout double. Ça veut dire qu'à l'inverse, je n'aurais pas du tout envie d'investir. Donc, c'est très bien d'aller sur des marchés où il y a beaucoup de concurrence, où on sait qu'il y a de la marge, où on sait que finalement, on ne peut que y arriver. 2 millions d'euros en quelques années, c'est magnifique. Bravo à eux. J'ai rien à dire sur le sujet. Sauf qu'il y a un moment, il faut amener aussi quelque chose de différent si tu veux lever de l'argent. Sinon, ça risque d'être compliqué. Alors, comment on en est arrivé là? Grâce à ce baume magique. Et oui, que diriez-vous si un seul produit de beauté en remplaçait plus de 10 de votre salle de bain? Ça a été notre pari, un pari plutôt réussi pour le moment, avec déjà plus de 1 million de baumes adoptés, et ce n'est que le début. Alors vous vous demandez sûrement en quoi il est magique? Eh bien, car à lui seul, il va remplacer votre soin du visage, du corps, des cheveux, votre baume à lèvres, votre démaquillant et bien plus encore. Tous les jours, nos consommateurs nous témoignent de nouvelles utilisations auxquelles nous n'avions même pas pensé. En plus du baume dont Camille vous a parlé, on a une gamme de produits comme déodorant, dentifrice, shampoing, savon, crème solaire ou encore coton réutilisable. Cette aventure, on y croyait tellement qu'on y a mis toutes nos économies. On s'est lancé à 26 ans avec très peu d'expérience, on stickait nos produits, on préparait les commandes jusqu'à 2 h du matin, on a créé nous-mêmes notre site internet, on allait même chercher les palettes au supermarché du quartier pour pouvoir livrer les grands magasins. Et finalement, tout ça, ça a payé. La première année, on est rentable. La deuxième année, Monoprix nous référence. La troisième année, on atteint notre premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et la quatrième année, on fait notre première levée de fonds. Ouais, le problème, c'est que tout s'est pas passé comme prévu. On a fait des gros investissements à une période compliquée de récession globale, sur un marché de plus en plus concurrentiel, où d'un côté, les consommateurs avaient moins d'argent pour dépenser, et de l'autre, où les coûts et d'acquisition sur le digital et les coûts des matières premières ont explosé. Donc on a perdu pas mal d'argent. Ça a été une période fatigante, stressante, démoralisante, et en toute transparence, on a cru plusieurs fois qu'on allait arrêter. Mais on est débattantes, on n'a pas voulu baisser les bras et abandonner nos clients qui nous sont fidèles depuis le début. Du coup, on a tout restructuré. On a revu chaque dépense ligne par ligne. Et grâce à ça, on va finir l'année en croissance et à l'équilibre. Finalement, cette année difficile nous aura beaucoup apporté. On aura appris de nos erreurs et on a plus que jamais la niaque et l'envie de réussir. Donc si on est là aujourd'hui devant vous, c'est qu'on a besoin de réels experts pour nous accompagner et nous aider à devenir la marque leader des cosmétiques naturelles et éco-responsables françaises. Et avec les 250 000 €, on a mis en place tout un plan d'action pour se développer en pharmacie, secteur demandé par nos consommateurs et avec un réel potentiel de croissance grâce à ces 20 000 points de vente. Donc si vous aussi vous croyez en cette aventure, nous serions plus qu'heureuses de vous y accueillir. Alors le pitch est vraiment pas mal, hein. Je ne vais pas le remettre en cause, mais je vais quand même me permettre de souligner un détail qui me dérange dans ce qui vient d'être fait. C'est qu'en fait, on a mis en avant, enfin elles ont choisi plutôt, devrais-je dire, de mettre en avant bien plus leur qualité entrepreneuriale que le produit. Moi, ce que je vois quand j'écoute tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a 2 entrepreneurs, femmes, qui ont été capables, avec le Covid, de porter leur entreprise à 2 millions d'euros, malgré, comme elles l'ont dit, des restrictions budgétaires de tous les côtés, tous les problèmes qu'on a connus pendant cette période, et qui, en ayant subi tout ça, ont maintenu le cap, réussi à être rentables et finalement à se présenter là devant nous. Le souci avec ce genre de discours, c'est que malheureusement déjà, quand tu fais un pitch, tu ne peux le faire qu'une fois et surtout, on n'a pas parlé du produit. Donc là, je m'attends à ce que tout le monde réagisse sur le produit. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a confiance pour leur confier notre argent parce qu'on se dit qu'elles ont été capables de faire tout ça. Mais ce qui n'est pas forcément positif, c'est qu'à ce stade, je ne vois toujours pas en quoi elles révolutionnent la salle de bain et je ne vois pas non plus qu'est-ce qu'elles apportent de nouveau ou de neuf, si ce n'est qu'apparemment ce produit fait tout. Mais moi, je suis toujours très méfiant du fait que les produits peuvent tout faire. Ce que tu dois comprendre quand tu choisis cette stratégie d'avoir des produits qui
qui ont plusieurs utilités. C'est que tu risques de devoir rééduquer tes clients. Moi, si demain tu me dis, voilà une crème qui te permet de laver tes cheveux, qui te permet de laver ton corps, qui te permet de faire, je sais pas moi, un soin du visage. J'aurai un doute quant à l'efficacité de la crème. Ça veut dire qu'il va falloir que tu me prouves que la crème, elle a vraiment la propriété nécessaire à couvrir l'ensemble finalement de ces différents usages et à le faire bien. Parce que on a tous été un petit peu éduqués de la même manière. Quand tu as un problème grave, tu vas voir un spécialiste et notre cerveau est calibré comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ça veut juste dire que notre première manière de penser, c'est celle-ci. Et toi, en tant que producteur-vendeur, ton but, c'est de toucher ta cible et de faire en sorte que ton produit corresponde aux besoins de ton client. Or aujourd'hui, moi en tant que client, tu vois, moi j'ai un savon, par exemple j'ai un savon pour le corps et un shampoing pour les cheveux. Je ne me dis pas que je vais acheter, et d'ailleurs j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais voulu acheter le produit qui fait tout. Ça m'a jamais plu en fait, j'ai jamais été attiré par ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ok, tu me dis que ton produit fait tout, mais comment tu fais pour faire comprendre à tes clients que ça fait tout correctement? Et ça, pour l'instant, elles ne l'ont pas encore dit. Donc, voilà, c'est un choix de pitch qui met en avant les qualités entrepreneuriales de la personne, ce qui est très bien, il en faut, c'est certain. Mais le produit, à mon sens, supplante l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'un excellent produit fera qu'une entreprise perdurera à travers le temps. Un excellent entrepreneur, malheureusement, le jour où il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise? On est en droit de se poser la question. On va voir la suite. Alors moi, je vais commencer juste par une question, parce que vous êtes allé super vite. Vous dites, j'ai trop de produits dans la salle de bain, donc je vais tout mettre dans un seul produit qui va remplacer tout ce que j'ai. Alors qu'en général, on entend que les produits sont super spécialisés pour des zones de peau différentes. Donc c'est là où c'est votre choix. Oui, c'est notre choix, mais la peau, c'est une belle barrière qui protège déjà très bien le corps. Et elle a besoin d'être nourrie, protégée, apaisée. Et nous, dans le baume, on a des ingrédients qui font ça. On a de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive qui vont nourrir la peau. Et on a du miel de la gelée royale qui vont venir cicatriser, apaiser. Et d'ailleurs, pour que vous compreniez un petit peu plus notre baume, on a préparé un petit jeu, si vous êtes d'accord. Où là, on a remonté donc les différentes utilisations de nos consommateurs. Tu te laves pas les dents avec non plus, Marc. Non. Alors, j'ai hâte. Et Voilà. donc là, on a regroupé donc, toutes les utilisations que nos consommateurs nous remontent régulièrement. Et avec Clémentine, on en a glissé une qui n'est pas vraie. À vous de deviner, vous avez des petites ardoises et vous pouvez écrire celle qui, pour vous, le baume ne fait pas. Lubrifiant, Petit bobo du chat, bon, pourquoi Alors- pas, hein, le chat, il se plaindra pas, de toute façon. Ben, érythème, fessier, c'est quoi pour ma C'est culture? les petits bébés qui ont les fesses irritées avec la couche. Ça se voit que t'as pas d'enfant. Les fesses irritées, d'accord. Ouais. Effectivement, je ne connais pas. Alors, est-ce que vous avez trouvé je sais pas, on a cherché en tout cas. psoriasis, anti-rides, lubrifiant? Ouais, je ne vais pas faire original, mais je suis d'accord avec toi. sur tes yeux. Il y a 3 mots différents. Je vais mettre un truc qui me passionne, lubrifiant, quoi, mais sans... Eh bien, donc, personne n'a trouvé la bonne réponse. C'était anti-transpirant. Parce qu'effectivement, notre baume ne fait pas déodorant. Ah ouais, j'ai pas vu. Le baume, c'est un soin de la peau. C'est sûr Mais- que si tu mets du baume sous les aisselles, ça Ça colle. va être un peu grave. Ouais, un Ça peu. colle et ça n'a pas les bonnes propriétés tresses, pour... quoi. Ça peut faire des taches sur la chemise. Donc ça, c'est le baume en question. Donc ça, c'est la nouvelle crème Nivea, quoi, en gros. Alors encore mieux, parce que la crème Nivea, on peut pas, par exemple, se démaquiller avec. Ah bon ou, non, c'est plutôt une crème pour le corps. D'ailleurs, on a une personne de l'équipe qui va venir vous montrer comment on utilise ce baume. Ils sont bons. Voilà, donc Maureen, qui travaille avec nous, va vous montrer à quel point le baume est efficace pour se démaquiller en quelques secondes. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Premièrement, on va découvrir ensemble la texture. Donc tout simplement, je vais venir prendre une noisette de produit que je vais appliquer sur l'avant-bras. Et vous allez voir que le baume est très économique puisque j'ai besoin d'un tout petit peu de produit seulement. Et là, je vais l'appliquer et le baume, en fait, se transforme rapidement en une huile, mais qui est non grasse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fini gras et le baume ne va pas coller à la peau. Et en effet, en démaquillant, il est redoutablement efficace. Je vais reprendre une petite noisette de baume que je vais m'appliquer sur le visage et vous allez voir qu'en temps record, je me débarrasse de mon maquillage. Donc j'ai simplement besoin de masser délicatement quelques secondes et on peut voir que la texture va rapidement se décoller. Voilà.
Et tout simplement, Alors là, vous avez les yeux tout noirs. hein. alors là, j'ai les yeux tout noirs. Ah, c'est ça, c'est Donc, normal. le mascara, ça y est, il s'est décollé du Ah, il cil. s'est dégueulasse. Voilà, je n'ai Pardon. pas besoin d'eau, je vais tout simplement prendre un coton démaquillant et je vais venir retirer la matière délicatement. J'ai pas besoin de forcer et en quelques secondes, vous voyez que je n'ai plus rien. J'ai tout sur le coton et je n'ai plus rien sur l'œil. Merci. Merci beaucoup, Maureen. Bravo. Alors en fait, c'est pour vous montrer que fait, c'est un produit qui permet, que ce soit dans sa salle de bain ou en week-end, juste d'économiser pas mal de produits qu'on a l'habitude d'emmener avec nous et d'avoir un seul produit pour faire plein de choses. C'est vraiment une économie de place, d'argent, mais aussi de surconsommation. Bon, je suis obligé de te le rappeler à chaque fois parce que c'est important pour moi. Je ne vois pas ces émissions à l'avance. Et maintenant, je veux quand même donc souligner le fait que Marc Simoncini a exactement fait la même remarque que moi, sans vouloir chercher à être comme Marc. Je pense que n'importe qui aurait pu la faire. Ce qui m'amène à ce fameux sujet de l'éducation client, qui est un vrai sujet. Éduquer un client, ça coûte cher. Éduquer un client, ce n'est pas simple. Éduquer un client, j'irais même jusqu'à dire, ça peut même être compliqué. Là, on parle carrément de désapprendre à des gens ce qu'ils ont appris. En fait, la remarque qu'a fait Marc Simoncini, tout le monde aurait pu la faire, même toi, même moi, même tout le monde en fait. On se l'est tous dit. C'est-à-dire que quand tu réfléchis une seconde, on est tous faits de la même manière. On reçoit tous globalement les mêmes influences de la société et on a tous été un petit peu calibrés de la même façon. C'est un des sujets que je traite dans le livre sur la crise financière que j'ai écrit, Survivre à une crise financière, où je commence par montrer ce qui pour moi reflète parfaitement la psychologie humaine, les grandes expériences qui nous permettent de comprendre comment fonctionnent les humains et qui nous montrent que finalement on est conditionné par le fait que nous vivons en société. Et là, c'est un vrai problème auquel tu te confrontes et je me permets de te donner un conseil. Quand tu vas lancer une entreprise, quand on te dit de ne pas réinventer la roue, c'est exactement ce de quoi il est question ici. C'est très bien d'avoir cette idée qu'elles ont eue. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que leur idée elle est mauvaise. Je dis juste que se lancer dans cette activité, avec tout ce que ça implique au niveau de l'éducation client, etc., c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où tu vas devoir réapprendre à des gens en leur disant « mon produit peut servir à tous les produits ». Et malheureusement, je le dis parce que c'est la réalité, malheureusement, les consommateurs ont des habitudes. Toi, tu as des habitudes, j'ai des habitudes, on a tous des habitudes quotidiennes avec certains produits qu'on a du mal à délaisser, qu'on a du mal à ne plus utiliser et c'est problématique parce que on se retrouve dans ces situations où eh bien, on a le besoin de comprendre déjà que le produit peut avoir plusieurs usages. Ensuite, il faut qu'on le vérifie, qu'on le valide, qu'on se rende bien compte que ça correspond à ce qu'on attend. Parce que parfois, certains produits vont te procurer une sensation, un goût. Enfin bon, ça va dépendre de quoi on parle, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu vas avoir une affinité qui s'est construite avec le produit par rapport à certains détails. Et si tu ne les retrouves pas dans ce nouveau produit, tu auras du mal à t'en servir comme il a été prescrit. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui est amusante. Tu sais, il y a un problème avec les ingénieurs qui les fait rire entre eux. Enfin, je ne sais pas si elle est vraie cette blague, mais en tout cas, moi j'en ai déjà entendu parler. Le pire pour un ingénieur, c'est quand tu utilises le produit qu'il a construit pas de la manière dont il l'a pensé. Mais tu sais quel est le pire du pire pour un ingénieur? C'est quand tu utilises le produit qu'il a construit pas de la manière dont il a pensé et qu'il n'est pas capable d'adapter son produit au consommateur. Parce que les ingénieurs sont en colère quand tu n'utilises pas le produit comme il a été pensé, mais ils sont idiots de ne pas réadapter. Parce qu'en fait, comme je le dis très souvent, on s'en fiche de ton avis, on s'en fiche de ce que tu penses. Le marché a toujours raison à la fin. Ça n'est pas toi, ça n'est pas moi qui décidons de ce qu'on doit faire. C'est le marché qui doit t'orienter. Tu n'es là que pour délivrer ce que le marché attend de toi, rien d'autre, ni plus ni moins. La rencontre entre le produit, l'usage et l'attente du client crée le marché et le marché attend que ça se rencontre. Donc, ce n'est pas à toi à dire « mon produit est révolutionnaire ». Non, si le produit est révolutionnaire, les clients vont l'adopter et on passe à la suite. Et là, j'ai un peu la sensation à ce stade que ce sont elles qui disent « regarde, mon produit est révolutionnaire », alors que ça devrait être les clients. Alors là, c'est bien, tu ne l'as pas vu, elles ont posé un tableau avec une liste énorme de tout ce que les clients remontent, qu'ils font avec leur baume. Mais moi, j'ai un frein, tu vois. Là, personnellement, je te le dis, je n'investis pas parce que je sais à quel point c'est dur d'éduquer un client.
On parle d'éducation client, encore une fois, et je me répète, mais c'est tellement important, le prix que ça coûte. Et quand tu crées une boîte, même si tu fais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas à la création ou au bout de quelques années que tu as les moyens de développer, finalement, d'investir dans l'éducation du client. Alors, je me trompe peut-être, j'espère me tromper les concernant, mais malheureusement, en ce qui me concerne, ça ne correspondrait pas du tout dans le type de société avec laquelle j'aimerais investir. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont dire, mais prends-le en considération quand tu crées ta boîte. Cherche à faire ce qui se fait en fait. Cherche à aller sur des marchés où il y a déjà de la concurrence, où il y a de la place, parce que là, on est sur un marché qui est en train de devenir hyper concurrentiel. Il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde. Et en fait, ce que tu n'évalues pas aussi, c'est que ça coûte cher de déloger les clients de marques historiques. Là, ton concurrent, comme il a été nommé, c'est Nivea, c'est L'Oréal. Accroche-toi, tu te mets en face de sociétés qui sont là depuis des décennies. Donc, il va falloir que tu investisses énormément d'argent ou que tu aies un produit vraiment révolutionnaire pour venir prendre la place ou occuper le terrain. Là, moi, personnellement, j'ai un gros doute. Enfin bon, on va voir ce qui va se dire. Un baume comme ça, c'est combien? 15,90. 15,90. Et combien de temps tu l'utilises, le baume? En combien de temps? Alors ça dépend des utilisations, c'est pour toute la famille. Donc, ça va de 2 à 6 mois en fonction de combien on va l'utiliser et pourquoi. Sachant que même si on ne remplace pas 10 produits, mais juste 3 par exemple de sa salle de bain, c'est assez économique pour le consommateur. Et en termes de composition, je vois que c'est 100% d'origine naturelle. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de labelliser la compo? Labellisé bio? Ouais. Alors, on est en train de les labelliser bio. Ils sont labellisables. C'est juste que nous, quand on s'est lancé avec Clémentine, on s'est lancé avec peu d'argent. Donc, on a fait attention où est-ce qu'on mettait l'argent. Et pour nous, la formule est tellement bien et clean qu'on n'avait pas encore tout de suite besoin de la labelliser. Maintenant qu'on a une équipe et qu'on a un peu plus d'argent, on a pris le temps. Et elles sont déjà bio, mais on n'a pas encore fait le label bio. Ok. Bah, alors, parlons des chiffres. Donc sur 2023, vous allez faire combien de chiffre d'affaires alors? 2,5 millions. Et ça, c'est la 5e année, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Et on vise à 3 ans, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nos marges, elles sont de 76% en moyenne. C'est la Cosméto. Panier moyen? 45 € sur le site. Et après, on a 70% de notre chiffre d'affaires qui provient du B2B2C, les revendeurs, tout confondu. 70. Et 70, donc 70. le online, c'est 30. Exactement. Combien un client va dépenser au total? Oui, on est à 75 €. Ah ouais, je vois. C'est-à-dire qu'il 75. rachète quoi? 2 fois, quoi? Même pas. 2-3 fois. Vous avez combien de produits? Combien de références? On a 10 produits et à peu près 40 références parce qu'on a des senteurs et des formats différents. Le produit phare, C'est le baume. le baume. On est à 40% de notre chiffre d'affaires grâce au baume et 20% avec le déodorant. Et vous pouvez parler de votre levée de fonds précédente? On a donc levé 750 000 € pour 15% il y a presque 2 ans. Il y a combien de personnes donc dans l'actionnariat? Enfin, vous avez combien? Alors nous, on a 84%. D'accord. Et après, il y a 15% qui sont à nos business angels. Et Donc ils sont à peu les près 750 000 une € qui ont été levés. Ouais. Voilà, Exactement. exactement. Quand vous annoncez 6 ou 7 millions, je sais plus, 8. dans 2-3 ans, 8. Ouais. ça fait pas rêver. On promet ce qu'on croit qu'on va atteindre. Et en effet, oui, peut-être qu'on ira plus vite et on a envie d'aller plus vite, on a les épaules pour, on a un business model qui est construit de manière rentable et qui est solide. Maintenant, c'est vrai qu'on a mis 5 ans à arriver à 2 millions, on n'avait pas non plus envie de vous dire, bah, en fait, dans un an, on va en faire 25. Ouais, on est peut-être un peu trop réaliste. Et là, notre plan justement de développement, c'est de rentrer en pharmacie. On a accueilli récemment 2 business angels qui sont spécialisés dans le secteur, qui nous accompagnent une journée par semaine sur ce sujet-là pour qu'on accélère beaucoup plus vite et qu'on aille justement chercher le chiffre Voilà. en pharmacie. J'ai un grand sourire, je suis obligé de te le préciser puisque tu vois pas ma tête. Pourquoi j'ai un grand sourire? Parce qu'il y a eu une remarque parmi tout ce qui vient d'être dit que je trouve extrêmement intéressante et qu'on va décortiquer, qui à elle seule justifie à nouveau cette émission, j'adore. Anthony Bourbon dit « ça fait pas rêver ». Donc il y a des gens qui pourraient se dire en écoutant ça « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et en fait il a raison et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, et ça justifie l'existence de ces sociétés. En fait, elles ont 76% de marge et elles ont levé 750 000 €. Et tu as vu, ils ont tiqué aussi aux 40% de chiffre d'affaires par rapport au baume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc déjà, quand tu as 67% de marge, tu as une capacité d'autofinancement et de réinvestissement qui est quand même normalement importante. Point hyper intéressant, ton humble serviteur est allé chercher leurs chiffres. Et leurs chiffres, ils les ont eu les investisseurs. Et ça, c'est pas cool. En fait, il faut que tu comprennes que cette société, en résultat, donc on est bien d'accord, je parle en résultat, en fait, elle est en déficit. Elle fait quand même, en 2022, moins 590 000 €.
et en 2023, moins 81 400 euros, sachant qu'en 2020, elle a fait 80 000 euros de résultats, en 2021, 131 000 euros de résultats. Et ceci s'explique par le fait qu'il y ait une dette qui a été générée. Donc, il n'y a pas de problème sur les chiffres. Moi, ce qui me dérange, encore une fois, c'est finalement la marge opérationnelle dégagée par rapport à l'argent levé et par rapport effectivement au chiffre d'affaires annoncé. Avec ce type de marge, avec la société qui était déjà lancée, on pouvait espérer une croissance bien plus importante que celle qui se passe là. Elles ont très bien répondu. Elles ont dit, nous on vous dit ce qu'on fait et du coup, on essaye de vous dire en fonction de ce qu'on fait, ce que l'on va être capable de faire dans les conditions actuelles. Sauf que en ayant déjà levé des fonds et revenir ici lever des fonds, avec les marges qu'elles ont, il y a un truc qui ne va pas. Alors, ce n'est pas qu'il y a un truc qui ne va pas, parce que je pense qu'en plus elles bossent et je ne remets pas en cause leur travail. Disons qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, si tu dois rentrer dans une société comme ça, déjà, ça va être compliqué. Tu vas être dilué au milieu d'autres investisseurs. Ce n'est pas vraiment intéressant. Deuxièmement, avec 76% de marge, la question se pose, mais pourquoi tu n'as pas fait de la dette bancaire? Pourquoi tu es allé chercher des investisseurs? Question se pose. Alors la réponse on l'a en fait, elles l'ont donnée. Quand elles disent oui, toutes les semaines on a du consulting avec un business angel qui nous aide à rentrer en pharmacie, la raison on l'a. C'est-à-dire que, et ça te montre aussi autre chose au passage, c'est-à-dire que la raison c'est qu'elles avaient besoin de compétences humaines pour aller chercher de la clientèle dans certains points de vente, les pharmacies, et ça te montre que l'argent n'achète pas tout. Beaucoup de gens croient à tort qu'avec l'argent, ils vont pouvoir tout faire. Il y a des compétences que tu ne peux pas acheter. Il y a des gens qui vont avoir des compétences, ils ne les monétiseront pas. Ils te diront, si tu veux ma compétence, je deviens ton associé. Parce qu'ils savent que leurs compétences peuvent démultiplier un chiffre d'affaires. Du coup, ils prennent des positions intéressantes dans des boîtes. Du coup, ces gens-là ont de l'argent naturellement par les parts qu'ils arrivent à obtenir au travers de leurs compétences. Et du coup, tu te retrouves comme ça avec des boîtes qui sont déjà, on va dire, un petit peu cannibalisées par des business angels, par des personnes qui sont là parce qu'elles amènent un savoir-faire. Ça t'explique aussi le pourquoi du comment. On retrouve finalement Clémentine et… Alors attends, je ne veux pas te dire de bêtises. Voilà, Clémentine et Camille et Clémentine qui viennent ici pour aller chercher ce qu'on appelle aussi des têtes d'affiche. En fait, monter une entreprise comme ça à un certain niveau, ça demande un ensemble de compétences que tu auras énormément de mal à retrouver dans une seule personne. Et le paradoxe, et c'est vrai que c'est un paradoxe, c'est que quand tu arrives sur des émissions comme ça ou devant des investisseurs pour pitcher ton idée, l'idéal, c'est d'avoir le moins possible d'investisseurs dans ta boîte pour récupérer le plus d'argent possible et obtenir éventuellement une tête d'affiche. Honnêtement, à ce stade, je te le dis directement, au vu des chiffres de la société, au vu de tous les éléments que j'ai dans les mains, je pense que personne ne va investir. Je n'ai pas vu la suite, mais je n'ai pas besoin d'être devin pour faire ce genre de pronostic. Il y a vraiment plusieurs problèmes à plusieurs niveaux au niveau de cette société-là. Et malheureusement, quand tu les additionnes, l'ardoise commence à être trop chargée. Et ça aussi, il faut que tu y prêtes attention. C'est-à-dire que ne te présente pas devant des investisseurs, ne constitue pas une entreprise qui accumule les points négatifs. Ça paraît fou, mais c'est pourtant vrai. Ça ne sert à rien d'accumuler comme ça les points négatifs dans une entreprise et d'espérer derrière aller lever de l'argent. Tu n'y arriveras pas. Dis-toi toujours qu'un investisseur va mesurer ses risques et que sa priorité, ça sera quand même de récupérer son argent, à moins que tu possèdes dans les mains le prochain Google ou la prochaine entreprise qui va tout exploser, ou là, dans un cas très particulier, l'investisseur voudra garder ses parts jusqu'à la fin de l'aventure. Mais ça reste exceptionnel. Et la vérité, c'est que quand on investit son argent dans n'importe quel véhicule d'investissement, que ce soit une entreprise, un immeuble, des parts d'actions en bourse, j'en sais rien, l'objectif sous-jacent, c'est quand même de récupérer ton argent, d'avoir une sortie et d'avoir la certitude que l'argent placé à cet endroit te rapportera à minima le montant que tu as déjà investi. Là, malheureusement, entre l'argent qui a déjà été levé et les besoins réels de la société au vu de la marge qu'elle dégage, il y a quelque chose d'incohérent. Voilà, encore une fois, j'insiste, mais avec 76% de marge, tu peux t'autofinancer, tu peux faire des choses. Je ne vois pas en quoi tu as eu besoin d'aller lever autant d'argent. Il y a une incohérence. Alors après, encore une fois, moi, je n'ai pas non plus tous les détails qui sont communiqués
lors de ce genre de levée de fonds. Mais je suis certain en tout cas qu'ils avaient les mêmes chiffres d'affaires que ceux que j'ai eus, qu'ils avaient à peu près sûrement plus d'éléments que moi, mais en tout cas des éléments qui concordent avec ceux que moi j'ai trouvés. Et je peux te dire qu'à ce stade, c'est typiquement le type de société où c'est quand même compliqué de rentrer parce qu'avec en plus d'autres investisseurs qui sont déjà là, le risque commence à devenir trop grand pour le prochain qui va rentrer dans la société. Donc, sois vigilant, minimise au maximum l'entrée de business angel dans ton entreprise et optimise au maximum, surtout quand tu as des entreprises qui marchent, le financement bancaire qui, pour le coup, dans ce type de configuration, n'est absolument pas un problème. Maintenant, je vais te dire la vérité, il faut quand même être transparent dans ce genre d'émission. Elle n'aurait pas trouvé 750 000 € en banque avec une entreprise qu'elles viennent de créer. Donc, à un moment donné, si elles en avaient besoin pour croître de cette manière, je ne peux pas leur reprocher de l'avoir pris. À la limite, le reproche que je pourrais leur faire, c'est d'être là dans cette émission pour espérer encore lever de l'argent. À un moment donné, tu dois toi aussi avoir la présence d'esprit, la réflexion et le bon sens de te dire et de comprendre que la situation de ta boîte devient compliquée pour aller chercher de l'argent frais à l'extérieur. Là, Anthony Bourbon a dit 8 millions, ça ne fait pas rêver par rapport à ce que vous avez levé. Effectivement, peut-être pas 25 millions, mais elles auraient pu se présenter devant eux avec 15 ou 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois, une dizaine de millions d'euros de moins, entre 10 et 15 on va dire. Elles auraient fait entre 10 et 15 après avoir levé des fonds. Là, je pense que la situation aurait été différente. Mais malheureusement, elles ne les ont pas fait. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont dire. Mais sans surprise, je te prépare un petit peu. Je pense que personne ne va lever le portefeuille. Je vais commencer. C'est super ce que vous avez fait. Bravo d'être arrivé là et d'être encore là surtout. Puis bien en plus parce que ça se développe. Vous avez des ambitions raisonnables. Vous savez ce que vous faites. Vos produits ont l'air chouettes. Vous avez fait un super chemin. Moi, vous savez que je suis dans typologie, donc je suis conflicté. Je fais beaucoup de choses en commun. Donc moi, par essence, je peux pas vous accompagner. C'est dommage, mais merci. Merci. Pendant qu'on est dans les conflits d'intérêts, j'enchaîne évidemment, puisque vous le savez, j'ai investi chez un concurrent. Mais j'aimerais quand même souligner votre travail, votre résilience, votre courage. Je trouve que c'est un message d'espoir pour tous ceux qui galèrent, qui ont envie de baisser les bras. Donc prenez exemple et bravo pour tout ce que vous avez réussi à faire. Je vous suivrai de près, bon courage, mais de mon côté, je passe. Dans cette configuration, que ce soit Marc Simoncini ou Anthony Bourbon, la seule option qu'ils auraient éventuellement pu avoir, ça aurait été que les boîtes dans lesquelles ils sont déjà investis désirent racheter leur entreprise, ce qui me paraît être peu probable et à peu près logique. On a donc les deux personnes qui ont un conflit d'intérêts qui se retirent directement. Si tu écoutes mes émissions depuis longtemps, tu as l'habitude, Marc Simoncini est très engagé dans une entreprise qu'il évoque à chaque fois et donc à chaque fois, il passe son tour sur ce type d'entreprise. Voilà, le conflit d'intérêts, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est quand en fait finalement tu possèdes une société qui produit déjà le même service que la société qui te propose d'investir. En gros, ça consisterait à dire on ne finance pas ses propres concurrents. On ne va pas aider ses concurrents à se développer et à venir chasser sur ces terres. Et tu peux trouver paradoxal le fait de se dire mais pourquoi tu voudrais les racheter ? Le meilleur exemple de cette affaire, c'est Pernod Ricard. Quand le Pastis 51 a racheté le Ricard, finalement, c'est la même société, mais les deux marques sur le terrain sont concurrentes. La question, c'est le sont-elles vraiment ? C'est un petit peu le summum quand finalement tu possèdes les deux boîtes en concurrence sur un marché et que les deux boîtes t'appartiennent. Il n'y a plus vraiment de concurrence. Il n'y a que le consommateur qui a deux goûts possibles, mais dans les deux cas, il finit dans la même poche. Pour moi, c'est un peu le luxe suprême. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui veut avoir ces positions dominantes et tant bien même, pour les obtenir, c'est quand même compliqué. Tu n'empêcheras jamais des petits groupes comme celui-là de se lancer et d'essayer de faire ses armes. Après, j'ai envie de dire, tant que ça reste raisonnable, ça ne gêne pas les gros. Dès que tu commences à devenir gênant, la question du rachat, de toute façon, s'impose à toi. Et ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure. Ça montre qu'elles sont carrément pas assez grosses parce qu'au final, dans les deux cas, il y a un conflit d'intérêts, mais aucun des deux ne pense à les racheter. Donc, ça montre qu'il y a clairement un manque de croissance ou d'hypercroissance sur cette société en rapport à l'argent qu'elles ont levé. Oh. J'ai évidemment beaucoup de respect pour ce que vous avez fait, vous pitchez bien, vous êtes solaire, on voit que vous êtes à fond là-dedans et donc ça fait plaisir. Et le parcours que vous avez, un vrai parcours de résilience, vous n'avez rien lâché, vous avez réussi à tout monter à la force de votre travail. Donc je ne peux que vous féliciter.
J'espère que vous allez trouver un ou une investisseuse pour vous suivre parce que vous le méritez. Mais par contre, moi, c'est pas du tout un univers que je connais. Je pense que je peux vraiment rien vous apporter. Voilà, je peux pas. Merci beaucoup. Le plus dur est passé, là. Merci. Je compte sur les camarades de droite. Eric, sans aucune surprise, lui aussi se désiste, mais pour des raisons effectives, on va dire d'utilité pour le projet, parce que c'est quand même la réalité. Avoir de l'argent, c'est bien. Elles l'ont quand même précisé, elles ont besoin de personnes pour se lancer sur le marché de la pharmacie. Ça demande des compétences particulières. Comme le souligne Marc Simoncini, il reste Tony Parker qui peut apporter son image. Ça a beaucoup de valeur. Et Kelly, qui a quand même pas mal de connaissances dans ce domaine d'activité. On va dire que clairement, sur cette brochette d'investisseurs, c'était ces deux-là qui pouvaient se positionner bien plus que les autres. Et encore que Anthony Bourbon et Marc Simoncini avaient eux-mêmes déjà investi dans ce type d'entreprise. Donc comme quoi, en fait, c'est possible, mais faut-il encore arriver à l'heure et pas après la guerre? Bon, tu as compris l'image, hein, tu m'en voudras pas. Mais l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire que au bout du compte, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'argent ne fait pas tout. La preuve, Tony Parker, il a une image qui peut lui permettre à la marque de vendre. Donc déjà, Tony Parker pourrait correspondre à la boîte et Tony Parker le sait, sauf que c'est dangereux. Et là, je vais dire que je prends un peu la main avant que Tony Parker parle, puisque là, Marc Simoncini vient de lancer la balle à Tony, donc je m'attends à ce qu'il discute, qu'il donne son opinion. Avant qu'il la donne, je voudrais que tu notes une chose. C'est que quand tu as une image comme Tony Parker et que tu l'associes à la marque va commencer à vivre grâce à ton image. Mais le jour où ton image se détache de la marque, va alors s'imposer, j'allais dire se poser, mais elle s'impose, va alors s'imposer une question. Est-ce que la marque vit grâce à ton image ou est-ce que ton image n'a aucun lien avec la marque? Et c'est un vrai problème. Et on va avoir la réponse, à mon avis, maintenant. J'hésite. J'adore votre attitude. Franchement, elle est incroyable de jamais rien lâcher. Et ça, franchement, je vous félicite. Franchement, ça, c'est incroyable. Et j'espère que les jeunes qui nous regardent, ils prennent exemple sur vous. Et ça fait longtemps que je voulais investir dans ce domaine-là. Plus ma mère, elle est mannequin, elle serait tellement fière. C'est pour ça que je mets des crèmes, Marc. C'est pour ça que je fais attention à ma peau. C'est ça, tu vois, la maquilleuse, elle est venue ce matin, elle m'a dit quelle peau parfaite. Et bien, merci. Je fais attention, tu vois. Je fais partie de ces hommes qui font attention à ça. Donc je dis merci à maman. Bonjour à maman. Après, 5%, c'est pas beaucoup, 5%. Et je sais que vous avez déjà fait une levée de fonds et vous avez déjà une bonne base. Et j'aimerais bien vous aider, mais 5%, c'est trop peu pour moi. Si je m'implique, 10%, c'est mon minimum. Parce que d'habitude, j'aime bien avoir 30% et vraiment avoir un rôle. Mais c'est vrai que 5%, j'ai du mal. Donc, pour ça, je vais pas le faire. Mais je me suis vraiment senti tiraillé parce que je vous aime vraiment bien. Et c'est vraiment dommage. Merci. Donc là, je viens de vivre la plus grande déception de ma vie ever. J'ai fait un anglicisme. Je viens de vivre la plus grande dépression de toute ma vie que j'ai jamais vécue. Là, il n'y a pas d'anglicisme. Donc, comment c'est possible quand un mec, Tony Parker, te fait un retour qui semble être une remarque et que toi, en tant qu'entrepreneur, tu ne rebondis pas? Là, elles auraient dû dire directement « OK pour 10%. » Alors, si tu me suis, si tu réfléchis, tout de suite tu devrais dire « Attends Nicolas, elles ne peuvent pas, elles ont déjà levé des fonds, donc la valo elle est arrêtée. Si elles font ça, eh bien elles ne vont pas valider ce qui s'est passé avant, ça va dévaloriser leur boîte, blablabla. » Mais on s'en fout bordel. On s'en fout, je te le dis. Tu es entrepreneur ou tu l'es pas. Et à un moment donné, tu régleras les problèmes après. Là, elles auraient dû tout de suite sauter sur Tony Parker et lui dire « Non mais c'est bon, moi si c'est que ça, on vous libère les 10% et on discute sur la valo. » Tu dois saisir les opportunités quand elles sont là. L'image de Tony Parker, elle a une valeur. Elle a une valeur que tu peux largement monnayer ou expliquer à tes autres investisseurs que vraisemblablement tu n'as pas puisqu'ils n'ont pas une image suffisante pour que tu les mettes en avant. Je te le dis autrement pour que tu comprennes. Si elles avaient eu d'autres investisseurs qui avaient la même aura que Tony Parker, ils seraient là à côté d'elle en train de parler. Eh oui, mais là, il n'y a personne. Ça veut dire qu'elle est avec des mecs que personne ne connaît et dont on s'en fout en fait. Là, demain, ta tête d'affiche, c'est Tony Parker parce que c'est ton associé à 10%. Mais combien tu en vends de baumes tout usage, multi-usage, on dirait un truc de travaux, là, multi-service. Bon, ne le prenez pas mal, hein, Camille et Clémentine, hein, j'ai rien contre vous. Votre produit, il est sans doute très bien. Mais là, pour moi, vous faites une énorme erreur de jugement.
Tout ça pourquoi? Pour une valo qui est arrêtée. Je vais te donner un de mes principes de vie, d'accord? Mais ça n'engage que moi et quand je le partage, les gens sont souvent choqués. Les problèmes, tu les règles quand ils se présentent à toi. C'est-à-dire que là, tu dis oui et tu as dit oui, tu n'as pas de problème en fait. Tu auras un problème une semaine après ou 2 jours après quand tu vas rentrer à la maison et que les investisseurs vont apprendre que tu as vendu moins cher. Là, ils vont demander une réunion, ils vont s'asseoir et quand ils vont s'asseoir et qu'ils vont te dire qu'ils ne sont pas contents, là, tu auras le problème et tu verras ce que tu leur répondras. Mais tant qu'ils ne t'ont rien dit, tu n'as pas de problème en fait. Et comme tu es chef d'entreprise à 86%, c'est toi qui prends les décisions de toute façon. J'ai un problème avec ce genre de comportement, j'ai du mal à comprendre comment on n'arrive pas à saisir une opportunité quand elle se présente à toi. Là pour moi, clairement, il y a une opportunité avec Tony Parker. Elle passe à côté grossièrement, sans aucune raison valable. Même l'argument pour la valorisation, personnellement, je m'assois dessus. C'est-à-dire que pendant l'émission, je fais preuve, on va dire, d'audace. Je dis oui et je sais que je m'expose à des problèmes. Je l'exprime. Je dis voilà, je sais que je vais avoir des problèmes, mais j'en fais mon affaire. Et c'est encore plus valorisant à mon sens de me dire le mec va se débrouiller pour expliquer comment je vais ramener de l'argent en tant que Tony Parker. Et je suis certain qu'ils auraient compris. On a Tony Parker, on va pouvoir mettre son visage partout sur le site, on va pouvoir attirer de la confiance, peut-être même faire des pubs à la télé. Alors, les pubs à la télé, ça ne rapporte rien, mais ça amène de l'image de marque. Quand tu es sur un marché hyper concurrentiel comme celui-là, j'ai envie de te dire, tu vas pouvoir construire ton image de marque avec Tony Parker. Mais non, là, rien n'est fait. Donc moi, je suis un peu déçu. Par contre, je suis obligé de le souligner maintenant de façon nationale. Tu sais que Tony Parker cherche à investir dans une marque de cosmétiques. Bon, j'ai envie de te dire, toi qui m'écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Celui qui va avoir l'audace de monter une marque, on va dire, de cosmétiques adaptée à Tony Parker, tu n'as plus qu'à aller le pitcher et tu sais que tu es financé. Ne me remercie pas, c'est gratuit. Et si tu lèves de l'argent, tu penseras à me faire une petite dédicace parce que j'y serai pas pour rien. Et là, franchement, c'est cadeau. Hein. Je veux dire, tu as un cerveau, 3 neurones qui se touchent et tu écoutes cette émission ou mes analyses. Mais moi, j'itère directement. Itérer, ça veut dire que tu passes à l'action demain matin. Donc, ça veut dire que je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas à quel moment tu écoutes ce podcast. Tu arrêtes tout ce que tu fais. Tu montes une marque de cosmétiques. Pas pour Tony Parker, mais pour le profil de gars comme Tony Parker. Tu fous en ligne, tu fais des ventes, tu itères sur 6-8 mois, 1 an. Tu vas le voir, tu lèves des fonds et tu fais ce qu'elles n'ont pas su faire. Ne me remercie pas. Hein. Allez, on va écouter Kelly, mais je sens que ça va rester dans la même veine, puisque sinon, elles auraient saisi l'opportunité. Et je dis ça, et je dis rien. J'ai la pression parce que je crois que je suis attendue au tournant sur ce dossier. Vous avez construit une jolie marque qui certes est petite pour l'instant, mais qui a des chances quand même de grandir. Vous avez commencé à ouvrir des réseaux qui sont intéressants, comme Monoprix ou la pharmacie. Je vous vois bien sur la pharmacie. Ce qui est très beau, c'est ce que vous avez réussi à construire sur Instagram. Je suis allée consulter, 60 000 followers. Franchement, c'est du beau travail. Par contre, quand on regarde les chiffres, 8 millions dans 3 ans, c'est pas assez. Là, vous ne me promettez pas du rêve, ça veut dire que vous n'allez pas exploser. Et moi, tout ce que je peux vous apporter et mon temps aujourd'hui, il peut vous faire aller très très vite. Mais par rapport à ce que vous demandez, 250K pour 5%, je ne peux pas y aller. Pas pour 5%. C'est pas grave. Merci beaucoup à tous. On était ravis d'être là. On a adoré pitcher devant vous. Et on était super contents de vous rencontrer. Merci à tous les 5. Merci beaucoup. Merci. De toute façon, c'est pas ça qui va les arrêter. Alors. Oh non, elles vont très bien y arriver. Et puis elles sont vraiment super. Hein. Si elles avaient fait des carburateurs pour engins agricoles, j'y serais allé. Mais moi, je suis d'accord. Moi, j'aime bien leur vibe et tout. Kelly, on a hésité. Hein. Franchement, j'ai hésité parce que c'est joli et que c'est sympa et que je sais ce qu'elles ont traversé, je sais qu'elles sont en train de ramer. Mais en fait, t'es bloqué dans tes pourcentages. Ça va dans les deux sens. Exactement. Ça y est, c'est passé. C'était intense, stressant. On est forcément un peu déçus qu'ils aient pas réussi parce que on était quand même venus là pour chercher des fonds. Nous, on est encore au début de l'aventure Les Petits Prodiges, donc on a encore plein de choses à faire, donc on peut pas aujourd'hui donner plus de 5%. Après, rien n'est perdu, ils ont un peu hésité, peut-être qu'on ira les recontacter. Voilà. Et que dans quelques mois, avec notre croissance énorme, ils seront convaincus et cette fois, ils investiront. Franchement, c'est tellement dommage de ne pas s'ouvrir pour des pourcentages. C'est un truc qui est moins revenu depuis que j'ai repris les analyses de qui va être mon associé, mais ça m'a toujours énormément interpellé.
qu'est-ce qu'on s'en fiche des pourcentages d'une boîte? C'est vraiment tellement pas important. Je veux dire, là, à la fin, elles te disent oui, peut-être quand on aura de la croissance. Mais la croissance, tu l'avais déjà en fait. Tu prenais Tony Parker, tu l'avais. Je ne comprends pas. Quand tu as des personnes comme ça qui hésitent devant toi, qui en plus te tendent la perche en te sous-entendant, change tes pourcentages et j'y vais. Mais en fait, c'est catastrophique. C'est catastrophique de s'auto-détruire de cette manière. S'il te plaît, si tu m'écoutes, ne le fais pas en fait. Si tu écoutes ces émissions et que tu es là, et je t'en remercierai jamais assez, sans toi, j'existerai pas. Donc je te remercie. Mais si tu entreprends et que tu as l'opportunité de t'associer avec quelqu'un, associe-toi. Si tu as peur de t'associer, écoute les parts que la personne en face, elle est prête à te donner. Analyse bien ce que la personne en face, elle est prête à t'apporter et ne te ferme pas à l'association. D'abord, il y a une chose à laquelle personne ne pense, mais tu n'es pas obligé de t'associer à 50-50. Tout de suite, quand on parle d'association, les gens ils croient que c'est 50-50, mais tu peux très bien dire je te file 10, 20, 30%, moi je garde la majorité pour telle et telle raison. Ça reste une discussion, c'est jamais fermé. Quand quelqu'un te demande 10 au lieu de 5, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Surtout quand tu as 86, tu restes majoritaire, c'est toujours toi qui prends les décisions. Il faut comprendre qu'une boîte, tant que tu en possèdes 51% des parts, c'est toi qui prends les décisions. Et en plus, ce qui me fait halluciner, c'est que tant que ta boîte, elle ne fait pas 20, 50, 100 millions d'euros, mais ta boîte, elle ne vaut rien, à part les entreprises qui ont des coefs, où là, on est sur des sociétés un petit peu à part parce que les coefs démultiplient finalement le chiffre d'affaires et la valeur de ton entreprise. Mais c'est des activités extrêmement rares et on n'en voit pas souvent dans ces émissions-là parce que tu remarqueras que ces sociétés-là, elles se développent dans l'intimité des gens qui les connaissent. Pour le coup, je sais de quoi je parle. Bref, passons. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que arrête en fait avec tout ça. Il vaut mieux avoir, de toute façon, c'est une phrase que je dis très souvent, il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France. Et c'est un truc que tu peux le tourner dans tous les sens. Si tu as 1% du chiffre d'affaires du monde entier, tu gagneras plus que le mec qui a 100% d'une marque qui couvre toute la France. Voilà. Donc quand tu auras compris cette équation, tu auras compris tout le reste. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur potentiel pour des considérations dont, je te le dis comme je le pense, tout le monde se fout royalement. Et pour la première fois dans l'histoire des analyses de Qui veut être mon associé que tu suis avec moi, j'ai l'occasion de dire cette phrase. En plus, dans cette émission, tu as l'opportunité de pouvoir lever des fonds auprès de Tony Parker. Donc, cette émission va finir comme aucune autre émission n'a jamais terminé. Si tu m'écoutes et que tu as écouté ce podcast jusqu'à la fin, tu as une opportunité de devenir multimillionnaire. Rien que ça, mon ami, si tu veux bien. Écoute, tu vas construire avec Shopify ou je ne sais quel service de société en ligne qui permet d'ouvrir une boutique en ligne. Tu vas créer une boutique en ligne de cosmétiques. Et cette boutique en ligne, tu vas la calibrer pour les hommes qui prennent soin de leur peau. Tu vas créer une marque, tu vas utiliser ChatGPT pour la faire, cette marque. Tu vas l'élaborer aux petits oignons, d'accord? Et tu vas commencer par vendre en ligne via Instagram. Tu ne vas pas réinventer la roue, tu ne vas pas réfléchir, tu n'as rien besoin de faire parce qu'elles ont déjà fait le travail. Tu fais juste la même chose que pour les hommes. Tu vas cibler les hommes pour la peau, la cosmétique. D'accord? Tu fais que ça avec, bien évidemment, un compte Instagram. Cette cosmétique, tu vas la développer, ok? Et quand tu l'auras développée au bout d'1 an, tu vas aller trouver Tony Parker et tu vas aller lever des fonds avec lui. Et quand tu auras fait ça, tu vas m'envoyer un petit mail en me remerciant, en me disant « Nicolas, j'ai levé des millions et c'est grâce à toi. » Et tu passeras, je ne sais pas où, et tu diras « C'est grâce au podcast de Immobilier Compagnie, Nicolas Popovic. Écoutez ce gars, je suis devenu millionnaire. » Et je serai heureux pour toi. Parce que franchement, là, c'est du pain béni. Je veux dire, c'est comme si tu me disais où est-ce qu'il y a un trèfle à 4 feuilles. Je te dis, regarde, il y en a un là, tu n'as qu'à te baisser, tu n'as qu'à le ramasser. En fait, il est à tes pieds. Si tu ne le ramasses pas, c'est exclusivement de ta faute. Donc, à la fin de cette émission, je ne te dis pas de taper riche sur Amazon pour télécharger mon livre ou le lire ou l'acheter. Non, je ne te dis pas d'aller sur Amazon ou sur... Non, je te dis rien de tout ça. Je te dis, crée une société de cosmétiques, ouvre un Shopify, vends des crèmes de soins pour hommes, va trouver Tony Parker après 6 mois, 1 an de vente de produits en ligne, lève des millions et juste, je ne te demande qu'une chose, remercie-moi publiquement et tu auras fait un homme heureux à ton tour. Voilà. Et là, franchement, vous avez le pain et le couteau. Je veux dire,
vous venez d'assister finalement à quelque chose d'exceptionnel. Ils avaient tout pour y arriver, elles avaient tout pour obtenir même l'égérie de leur marque. Ne faites juste pas comme elles à la fin. Libérez-vous d'un pourcentage, quel qu'il soit, en échange d'une personne qui va avoir la même visibilité que Tony Parker. Et je vous le dis comme je le pense, vous avez tout pour réussir, à moins bien évidemment que vous gériez mal votre argent. Mais bon, de toute façon, avec ou sans mon idée, avec ou sans mes conseils, si vous aviez dû vous planter, vous vous planterez puisque c'est un problème de gestion et plus un problème d'itération, de mise en œuvre d'un projet. Bref. Je suis hyper heureux d'avoir fait cette émission surprenante, mais hyper heureux de l'avoir fait. Like, partage, laisse-moi des commentaires là où tu m'écoutes et surtout, crée ta boîte de cosmétiques en ligne et va pitcher Tony Parker. C'est tout le mal que je te souhaite.